La revue de presse avec vous, Natacha. Alors, la presse convaincue ou pas par cette interview et par cette prestation? Écoutez, là aussi, il y a débat. Il y a débat comme chez vous. Hein. Dans le Midi Libre, Jean-Michel Servan écrit un affrontement aux allures de croisade pour pourfendre les infidèles qui ont osé salir son honneur et, selon lui, celui de la France. Comme souvent, avec l'ancien président de la République, observe Jean-Michel Servan, le discours devant la caméra est théâtral, enflammé, menaçant. Tel une bête blessée, il promet les dents serrées et la mâchoire chevrotante qu'il se vengera tôt ou tard de la bande à Kadhafi. Vous voyez qu'en fait, le lyrisme de Nicolas Sarkozy ressurgit sur les éditorialistes qui en rajoutent encore. Oui, il a donné le là d'une certaine façon. Exactement, il donne le ton. Dans l'Est républicain, Philippe Marcassi ajoute: des 150 heures que Nicolas Sarkozy déclare avoir passées en garde à vue, d'aucuns verront un acharnement judiciaire, les autres entendront un fort bruit de casserole. Voilà, on n'en saura pas plus. En revanche, bon, évidemment, la presse continue sur cette affaire. Le Monde, qui est un peu le pendant de Mediapart, c'est-à-dire ce sont les deux journaux qui ont plus d'infos plus vite de la part, en général, du parquet financier. Et donc, Le Monde publie un énorme résumé de l'affaire sur plusieurs pages. Sarkozy est le spectre d'une affaire d'État. On retrouve d'ailleurs beaucoup d'éléments qui étaient absents de la défense de Nicolas Sarkozy hier soir et qui nous sont remis en mémoire. Et Libération pointe les points faibles de la défense de Sarkozy. Mais alors, il y a un petit article amusant, c'est celui du Parisien qui raconte tout le reste, tout ce qu'il y a eu autour. Par exemple, concernant Claude Guéant et Brice Hortefeux, il rappelle que Nicolas Sarkozy, hier soir, a réitéré son affection à Claude Guéant et Brice Hortefeux, mais avec quelques nuances. Et oui, je ne peux pas être accusé des liens que j'ai avec tel ou tel. S'il y a des faits qui lui sont reprochés, il s'en expliquera. Pas en tant qu'ancien collaborateur de Nicolas Sarkozy, mais en tant que Claude Guéant lui-même. Bientôt, il ne va plus le connaître du tout. Alors, comment faire dans ces cas-là? Eh bien, le magazine M nous raconte une technique. Comment s'en sortir? Vous avez raconté n'importe quoi dans un moment d'égarement, puis fait l'inverse de ce que vous avez dit. Eh bien, le magazine M a remarqué qu'il y avait une nouvelle technique politique. J'assume. C'est prononcer le mot j'assume. Peut-être que Nicolas Sarkozy, alors là, il l'a évité parce que dans ce genre de cas, c'est plus compliqué, mais c'est très intéressant ça. Ce j'assume, utilisé par Emmanuel Macron, par Laurent Wauquiez, tout le monde assume, c'est le panache blanc d'Henri IV, l'appel à serrer les rangs. Et le magazine M nous dit en fait, parfois, admettre avoir du mal à assumer, à ne pas assumer du tout même ce qu'on a dit ou fait, ça, ce serait le véritable parler vrai. C'est vrai que, comme le rappelle François, c'est même le titre du livre de Virginie Calmez, hein, j'assume. On imagine, Natacha, qu'il n'y a pas que du Nicolas Sarkozy dans la presse ce matin. Les journaux reviennent aussi un peu sur ce qui s'est passé dans les rues. Alors, jolie une de l'Humanité avec cette photo de cette foule. Et en tout petit, eh bien, la phrase d'Emmanuel Macron: je ne sens pas de colère dans le pays. Alors, la presse est là aussi partagée. Presse Océan, titre mobilisation, un pari gagné. Et puis vous regardez le Parisien, ça ne prend pas. Le Figaro également, hein, sans surprise, divisé, les syndicats peinent à mobiliser. Alors sur le fond, hein, l'Humanité nous dit la journée d'hier va conduire des centaines de milliers de manifestants ou de grévistes à croiser leurs combats et à s'adresser aux citoyens pour qu'ils défendent leurs biens communs, leurs besoins partagés, leurs droits à l'égalité. Puis alors vous ouvrez le Figaro, donc vous regardez, et là Yves Tréhard vous dit non seulement les grévistes et manifestants n'ont pas fait le plein, mais les cheminots ont volé la vedette aux enseignants, agents des impôts et autres personnels hospitaliers dont c'était la journée d'action. Le rêve de fusion a semé la confusion. Alors convergence des luttes ou pas, c'est tout le débat ce matin, c'est assez amusant. Dans l'opinion, Olivier Auguste dit la démonstration est ainsi faite. La réforme ferroviaire sera le sujet de polarisation du printemps, parce que chacun a son avis sur la SNCF, parce que bien sûr, ils y disposent d'une capacité à pourrir la vie de millions de Français, les syndicats, voilà. Donc ça marche mieux que les enseignants et le reste de la fonction publique. Dans l'Union, Hervé Chabot nous dit, après une envie de transformation, la France n'est-elle pas exposée à une réaction conservatrice, forte de féodalité corporatiste, on dirait du Emmanuel Macron dans le texte. Et la Charente Libre ajoute, il s'est passé quelque chose hier quand même. La mèche d'un feu qui se consumait déjà dans la fonction publique a été allumée. Alors c'est tout petit, hein, une mèche, mais... Voilà, le printemps dira si Emmanuel Macron réussit à en faire un pétard mouillé de l'ancien monde, comme à l'automne. Ouais. La montagne y croit. Le gouvernement a pour lui la légitimité. Le mouvement social a pour lui la solidarité. Mais
mais il n'a pas aujourd'hui la majorité des Français. Et c'est donc sur la bataille de l'opinion, évidemment, que l'issue va se jouer. Et l'espoir du mouvement s'appuie sur son caractère intercatégoriel et transgénérationnel, ce qu'a très bien compris le gouvernement qui va tenter de la rendre catégorielle et de la diviser pour régner. Logique. Alors, ça c'est pour les sujets de la semaine, mais il y a aussi, Natacha, le sujet de l'année. Et c'est quoi le sujet de l'année? C'est le harcèlement, sujet qui ressurgit dans Libération. C'est vrai que ça faisait longtemps. Hein. Oui, et on y échappe. Voilà, au moins 2 jours qu'il n'y avait pas eu. Alors cette fois-ci, c'est le harcèlement au lycée militaire de Saint-Cyr. Bon, cela dit, les témoignages sont effarants puisqu'on est donc dans une prépa pour rentrer à l'école militaire de Saint-Cyr. Et là, eh bien, il y a des groupes de garçons traditionnalistes qui organisent systématiquement, nous dit cet article, l'humiliation des étudiantes. Pourquoi? Pour les faire craquer. D'abord parce qu'elles ont pris des places qui étaient réservées aux garçons. Et c'est quand même honteux. Et puis surtout parce qu'elles n'ont rien à faire là. Leur place est à la maison. Alors elles seraient surnommées les grosses parce qu'elles seraient tout juste bonnes à être engrossées. Bref, c'est édifiant. Élégant, effectivement. S'il n'y avait qu'un seul article à lire ce matin, Natacha, ce serait lequel? Un article passionnant, il est dans l'opinion. C'est rare de lire des articles qui sont des articles de recul, de fond. Pourquoi les Kurdes ont-ils perdu ? C'est la question que pose Jean-Dominique Merchet. Et il nous explique, alors très loin des grandes proclamations, François Hollande, etc., qui nous disent il faut intervenir. Lui, il essaye de comprendre comment on en arrive là, alors que les Kurdes se sont battus pour une cause qui était la nôtre. Et il explique qu'en fait, ils ont raté quelque chose. C'était le jeu d'alliance. Ils ont choisi de se mettre dans les mains des États-Unis, alors que la Russie espérait pouvoir peser et que traditionnellement, ils étaient plus proches de la Russie. Bref, lisez-le en long, en large, en travers, et vous comprendrez surtout le drame qui est en train de se jouer aujourd'hui. À lire dans l'opinion. Merci beaucoup, Natacha.